On commence avec une question qui a l'air simple. Qu'est-ce qu'un téléphone intelligent, une voiture électrique et une éolienne en mer ont en commun? La réponse, c'est de minuscules aimants, mais d'une puissance Ouais. phénoménale, fabriqués à partir d'un groupe de métaux qu'on appelle les terres rares. Exactement. Et pour notre discussion aujourd'hui, on a examiné un ensemble de documents assez variés. On a un rapport du gouvernement du Québec, des articles techniques, des publications de Ressources naturelles Canada et même des analyses très récentes qui vont jusqu'en 2025. OK? L'idée, c'est de vraiment saisir l'ampleur du phénomène. Qu'est-ce que c'est, ces aimants, et pourquoi ils sont devenus absolument essentiels à notre mode de vie et à la transition énergétique? Fait que notre mission, c'est vraiment de décortiquer tout ça. La science un peu folle derrière leur puissance, leur omniprésence dans des objets qu'on ne soupçonnerait même pas. Et le gros morceau, c'est surtout l'immense casse-tête de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui, on va le voir, repose presque entièrement sur les épaules d'un seul pays. C'est ça. C'est une histoire de géopolitique, d'impacts environnementaux cachés et d'une course contre la montre mondiale pour trouver des alternatives et se défaire d'une dépendance qui est devenue stratégiquement risquée. Bon, plongeons là-dedans. La première chose qui me chicote, c'est le nom. Terre rare. Ça sonne, tu sais, comme si c'était plus difficile à trouver que de l'or. Mais c'est pas vraiment le cas, n'est-ce pas? Pas du tout, et c'est la première grande idée reçue à corriger. Le nom est vraiment trompeur. Un élément comme le néodyme, qui est la vedette de ces aimants, Oui. est en fait aussi abondant dans la croûte terrestre que le cobalt ou le nickel. On n'est pas du tout dans une rareté géologique. Alors pourquoi on les appelle rares? Le mot rare vient de la difficulté extrême de les extraire et surtout de les séparer. Ces 17 éléments, les lanthanides plus le scandium et l'yttrium, ils ont la particularité d'être toujours mélangés ensemble dans les mêmes gisements. Ah, OK. Et les séparer chimiquement les uns des autres, c'est un processus industriel incroyablement complexe, coûteux et, on le verra, assez polluant. C'est ça la vraie rareté, la rareté de la capacité de les raffiner. D'accord. Donc c'est pas qu'on n'en a pas, c'est qu'on a de la misère à les isoler. Et à un moment donné, on a découvert que ces éléments-là, une fois purifiés, avaient des propriétés magnétiques assez spéciales. C'est ça qui a tout changé. Il y a eu une première génération dans les années 60, les aimants samarium-cobalt, mais la vraie révolution, c'est dans les années 80. Deux chercheurs, presque en même temps au Japon et aux États-Unis, ont inventé les aimants néodyme fer-bar ou NdFeB. Et c'est eux les super aimants dont on parle aujourd'hui. C'est exactement eux. Quand on dit super aimant, c'est à quel point? Donne-moi une image pour comprendre la différence. L'image est assez frappante. On mesure la force d'un aimant avec ce qu'on appelle le produit énergétique maximal. Un aimant en céramique standard, genre celui qu'on met sur un frigo, a une valeur d'environ 3,5. OK, 3,5. Un aimant au néodyme, lui, peut facilement atteindre 40, voire plus de 50. Quoi? C'est plus de 10 fois plus puissant. Exactement, c'est cette force colossale dans un tout petit volume qui a permis de miniaturiser des moteurs et des composantes électroniques de façon radicale. C'est fou. 10 fois plus de puissance dans le même espace, on comprend tout de suite pourquoi ça a tout changé. Alors, où est-ce qu'on les retrouve concrètement? Je pense évidemment à mon téléphone, mes écouteurs. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Oui, dans un téléphone, il y en a dans le micro, le haut-parleur, le vibreur, dans les disques durs d'ordinateur, les outils électriques sans fil. Mais là où la demande explose littéralement, c'est dans la transition énergétique. C'est-à-dire les éoliennes et les voitures électriques. Exactement. Prends une éolienne en mer. Pour maximiser l'efficacité de son générateur, on utilise des aimants permanents très, très puissants. OK. Une seule de ces éoliennes géantes peut contenir jusqu'à 600 kg de néodyme. Attends, 600 kilos. Dans une seule éolienne. C'est énorme. J'imaginais, tu sais, quelques grammes ici et là, mais là, on parle de quantité industrielle. C'est ça, le changement d'échelle. Et pour les véhicules électriques, c'est un peu la même histoire. Ils sont dans les moteurs de plusieurs modèles pour les rendre plus légers, plus compacts et plus performants. Mais là-dessus, il y a une nuance importante à faire, je pense. Une autre idée reçue? Une très grosse, oui. On entend souvent que les terres rares sont dans les batteries des véhicules électriques. C'est complètement faux. 0. 0%. Les batteries, c'est du lithium, du cobalt, du nickel, mais pas de terres rares. Les aimants sont uniquement dans le moteur de certains modèles. Ah, ça, c'est une information capitale, parce que ça change complètement la conversation. Donc, des constructeurs comme Tesla, qui sont des leaders du marché, est-ce qu'ils en utilisent?
Justement, non, Tesla, comme Renault, utilise principalement des moteurs à induction qui sont conçus sans aimant permanent et donc sans terres rares. D'autres, comme Toyota, Nissan ou General Motors, ont fait le choix d'en utiliser dans plusieurs de leurs moteurs. Donc, ce n'est pas une fatalité technologique. Non, c'est un choix d'ingénierie. Fait qu'on associe les terres rares au VE, mais en réalité, c'est même pas systématique. Et le plus drôle dans tout ça, C'est que pendant qu'on pointe du doigt les véhicules électriques, on oublie que la voiture à essence de tout le monde en est aussi remplie. et pas juste un peu. Ah oui. Pas seulement pour les gadgets comme les lève-vitres électriques ou les sièges ajustables. Elles sont cruciales pour le pot catalytique qui réduit la pollution et même dans le processus de raffinage du pétrole qui va dans le réservoir. C'est vrai. Oui, la dépendance est beaucoup plus large qu'on ne le pense. C'est fascinant. L'image qu'on a, c'est que c'est le problème des technologies vertes, mais en fait, tout notre système industriel en dépend. Ce qui m'amène à la question qui tue. Si la demande explose partout, qui fournit tout ça? Ça doit créer des tensions énormes quelque part sur la planète. Et c'est exactement là que le bas blesse. Parce que cette chaîne d'approvisionnement mondiale, elle ne mène pratiquement qu'à un seul endroit, la Chine. L'histoire est assez révélatrice. Jusqu'aux années 90, les États-Unis étaient un leader avec la mine de Mountain Pass en Californie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Chine a changé les règles du jeu. Elle dispose d'un gisement gigantesque, Bayan Obo, en Mongolie intérieure, en combinant ça avec des coûts de production très bas et, il faut le dire, des normes environnementales beaucoup moins strictes à l'époque, elle a inondé le marché. À bas prix, j'imagine. Exactement. Elle a rendu les autres mines moins rentables. Mountain Pass a fini par fermer. La Chine a donc créé un quasi-monopole. C'est quoi l'ampleur de sa domination aujourd'hui? Les chiffres récents, ceux de 2023-2025, sont sans appel. Pour l'extraction minière, la Chine représente environ 60 à 70 % du total mondial. C'est déjà énorme, mais le véritable pouvoir n'est pas là. Il est où alors? Il est dans la transformation. La Chine contrôle 91 % du raffinage mondial et, surtout, 94 % de la fabrication des aimants finis. Wow! 94 %. Donc, même si on trouvait une mine de terre rare demain au Canada, on serait quand même obligé d'envoyer notre minerai en Chine pour le transformer en aimant? C'est exactement ça le goulot d'étranglement stratégique. La Chine ne contrôle pas seulement la ressource brute, elle contrôle toute la chaîne de valeur, tout le savoir-faire industriel. Et elle n'hésite pas à s'en servir comme d'un levier géopolitique. On a des exemples de ça. Oh que oui! En 2010, suite à un incident maritime avec le Japon, la Chine a soudainement restreint ses exportations de terres rares. Les prix ont explosé, ça a créé une panique mondiale. Je m'en souviens. Plus récemment, en 2022 et 2025, dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis, Pékin a de nouveau annoncé des contrôles sur l'exportation. Et là, il visait des terres rares et des technologies de fabrication d'aimants qui sont essentielles pour des applications militaires comme les missiles ou les avions de chasse. C'est une arme économique redoutable. J'imagine que ça a dû sonner quelques cloches en Occident. Disons que ça a été un réveil brutal. On a même vu l'Alliance for Automotive Innovation, qui représente les plus grands constructeurs automobiles, écrire une lettre d'urgence au gouvernement américain en juin 2025. Ah oui? Oui, il disait craindre d'une pénurie imminente qui pourrait paralyser la production mondiale de véhicules. Quand les géants de l'auto s'inquiètent à ce point-là, c'est que la situation est sérieuse. D'accord, donc la dépendance est totale et le fournisseur principal commence à fermer le robinet. J'imagine que l'Occident ne reste pas les bras croisés. C'est quoi le plan? Le plan se décline en 3 grandes stratégies qui se développent en parallèle. La première, la plus évidente, c'est de relancer la production minière chez soi. On essaie de recréer une production locale. On rouvre des mines. Exactement. Les États-Unis ont massivement investi pour réactiver et agrandir la mine de Mountain Pass en Californie. En Europe, un immense gisement a été découvert en Suède qui pourrait à terme couvrir jusqu'à 30 % des besoins du continent. Et le Canada dans tout ça? On a un rôle à jouer. Un rôle potentiellement majeur. Le Canada possède parmi les plus importantes réserves de terres rares au monde, encore très peu exploitées. Le rapport québécois qu'on a consulté est très clair là-dessus. Il a dit quoi? Qu'il y a un potentiel énorme avec des projets d'exploration déjà bien avancés, comme les gîtes d'Ashram du lac Apol ou de Kipawa au Québec. Mais on le dit, avoir le minerai, c'est bien beau, mais si on ne peut pas le raffiner, on n'est pas plus avancé. C'est ça la deuxième stratégie, j'imagine.
construire des usines de transformation? C'est le nerf de la guerre. Et on voit des projets apparaître un peu partout. Une nouvelle usine a ouvert en Estonie, c'est la plus grande d'Europe. Il y a des projets au Texas, en Saskatchewan et même en France. On a relancé les activités de raffinage sur le site historique de La Rochelle. Vraiment. Oui, un site qui avait été arrêté il y a des décennies. L'idée, c'est de reconstruire brique par brique une chaîne de valeur complète en dehors de la Chine. D'accord. Miner, raffiner, et la troisième voie, c'est le recyclage, je suppose. Est-ce que c'est une solution réaliste? C'est la grande question. C'est extrêmement complexe. Un expert cité dans un des articles qualifie même le recyclage à grande échelle de presque illusoire. Les aimants sont souvent minuscules, collés, intégrés dans des appareils complexes. Les récupérer, ça doit être un vrai défi, hein? C'est ça. Ça ne semble pas très encourageant. Mais il y a de l'espoir. Oui, mais des innovations commencent à émerger. On a l'exemple d'une entreprise française, MagResource, qui a mis au point un procédé innovant de recyclage à l'hydrogène. Ils affirment pouvoir récupérer les matériaux des aimants usagés en réduisant les émissions de CO2 de plus de 90 % par rapport à la production minière classique. Ah, ça, c'est intéressant. En 2004, on recyclait moins de 1 % des aimants dans le monde. C'est minuscule. Mais des entreprises comme celle-ci sont en train de bâtir les fondations d'une future économie circulaire pour ces matériaux. C'est un début. Tout ça, les nouvelles mines, les nouvelles usines, ça semble aller dans la bonne direction, mais ça m'amène à une autre question. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle on a délocalisé toute cette industrie en Chine il y a 30 ans. Quel est le piège? Le piège, c'est l'énorme coût environnemental. Les documents sont très clairs là-dessus. L'extraction et le raffinage des terres rares sont des processus très, très polluants. À quel point? D'abord, l'extraction se fait souvent à ciel ouvert, ce qui, ça rase des montagnes et transforme complètement les paysages. Mais le pire, c'est la séparation chimique. OK. Pour isoler chaque terre rare, on utilise des bains d'acide successifs. Ce processus génère d'énormes quantités de déchets toxiques, des métaux lourds, de l'acide sulfurique et, point crucial, des éléments radioactifs comme l'uranium et le thorium. Radioactif? Oui, ils sont naturellement présents dans les mêmes minerais. C'est une des principales raisons pour lesquelles les pays occidentaux, avec leurs normes environnementales de plus en plus strictes, ont été bien contents de laisser la Chine s'occuper de cette production sale. C'est créer un dilemme monumental aujourd'hui. C'est clair. Ah, je vois. Pour construire notre avenir vert, on a besoin de cette industrie polluante. Et si on décide de la rapatrier chez nous, il va falloir le faire proprement, ce qui va coûter une fortune et rendre nos aimants beaucoup plus chers que ceux fabriqués en Chine. C'est exactement le nœud du problème. On veut les matériaux pour la transition énergétique, mais on ne veut pas de la pollution qui vient avec. C'est un compromis incroyablement difficile à trouver et à financer. Alors, si on fait le bilan de tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir? Il me semble qu'on est face à une contradiction majeure. C'est le mot juste. Ces super-aimants sont au cœur de cette contradiction. Ils sont absolument indispensables à de nombreuses technologies vertes qui doivent nous aider à décarboner nos économies. Mais leur chaîne de production actuelle est loin d'être propre et elle est sous le contrôle quasi total d'une seule superpuissance qui s'en sert comme d'une arme. Finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est que le problème n'est pas tant qu'on va manquer de terres rares dans le sol. Non, le défi n'est pas géologique, il est politique et industriel. Ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une tentative de redessiner complètement la carte mondiale d'une industrie stratégique. Une industrie qui a été dominée par la Chine pendant près de 30 ans. Exactement, c'est une course effrénée pour la souveraineté technologique. On essaie de reconstruire en quelques années ce qu'on a mis des décennies à démanteler. C'est un immense défi. Précisément, et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Plusieurs des sources qu'on a consultées parlent du concept de friendshoring. De friendshoring? Oui, l'idée, c'est de ne plus dépendre d'un seul pays, mais de construire de nouvelles chaînes d'approvisionnement uniquement avec des pays alliés, des partenaires jugés fiables. On diversifie les risques, mais seulement entre amis. Ce qui semble logique à première vue. Oui, mais la question qui reste en suspens est la suivante. Est-ce que cette stratégie va réellement mener à une plus grande sécurité et stabilité pour l'économie mondiale? Ou est-ce qu'on est simplement en train de remplacer une dépendance par une autre, de créer de nouveaux blocs économiques rivaux et, au final, d'intensifier la compétition mondiale pour ces ressources qui sont devenues le nerf de la guerre du 21e siècle?